retour dans cette émission, l'autre journal numéro 102, avec nos invités. Je rappelle que nous sommes avec Jérôme Sossou et Nicolas Adigli. Nous allons aborder un autre sujet, nous revenons au Togo, bien sûr, avec l'allègement des mesures restrictives liées à la pandémie coronavirus. La semaine dernière, nous avons vu un communiqué du gouvernement qui a allégé certaines mesures restrictives. Nicolas, bon, je vais commencer avec toi. Bon, je me tourne vers Jérôme. Je me tourne vers Jérôme. Jérôme, bon, maintenant, on peut aller à la plage, on peut sortir n'importe comment. Pas n'importe comment, je dis n'importe quoi, voilà. Non, moi je crois que le gouvernement a réconforté les populations dans ce qu'il voulait, dans ce qu'elle voulait plutôt. Et moi, j'ai déjà fait le constat sur le terrain selon lequel les populations sont déjà très libres. Vous arrivez les week-ends dans les funérailles, vous allez voir tout ce qui se passe. Des gens fêtent allègrement comme bon leur semble. Même avant de se communiquer. Avant de se communiquer. Sauf qu'il n'y a pas des activités officielles, par exemple les concerts au palais des congrès, etc. Or, vous arrivez dans n'importe quel endroit du pays, mais des gens font des concerts. Des gens font des concerts, des gens font des soirées, des gens font la fête, des gens vont à la plage. Moi, je vois tout ça là parce que je suis un homme de terrain et puis je me dis que le communiqué du gouvernement, à mon avis, c'est-à-dire que c'est un non-événement de toute façon. Il est arrivé à un moment donné où le gouvernement se trouve dans l'obligation de le faire. C'est pourquoi il a fait. Et moi, là où j'attendais plutôt le gouvernement, c'est de voir avec ses pairs pour ouvrir les frontières, c'est le plus important. En tout cas, ça permettra quand même à la reprise normale des activités commerciales internes et externes à travers la sous-région. Aujourd'hui, prendre un communiqué, oui, on a allégé, aller à la messe, mais on n'a pas sorti ce communiqué, mais les églises sont toujours pleines. Moi, je vois ça tous les dimanches. Même pas tous les dimanches, tous les jours, pratiquement tous les jours, les gens vont tranquillement à l'église, les gens vont au marché, les gens vont à la plage, comme je l'ai dit, les gens vont aux funérailles. Donc, le communiqué là, c'est que le gouvernement même est fatigué, il dit, mais allez, maintenant je vous donne la liberté de ce côté. Il faudrait que le gouvernement ou le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, discute avec ses pairs, c'est-à-dire du Ghana ou de la CEDEAO, j'allais plutôt dire, d'ouvrir les frontières. C'est vrai que dans certains pays, on ne sent pas véritablement la fermeture de ces frontières, mais entre le Togo et le Ghana, entre le Ghana et le Bénin, entre le Togo et le Burkina Faso, on constate que les frontières sont hermétiquement fermées. Et ça pose d'énormes soucis à les usagers qui traversent tout le temps ces frontières. Et donc, à mon avis, ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les frontières soient véritablement ouvertes pour permettre à ce que les activités reprennent véritablement. Sinon, le communiqué là, ça veut rien dire, ça veut pratiquement rien dire parce que des gens font déjà tout ce que le gouvernement a dit. Et moi, je vais convier de ne pas oublier que la maladie existe, de continuer de pratiquer les mesures barrières, c'est-à-dire le port de casque, etc. Je crois que c'est le meilleur même médicament. On parle du vaccin, je ne vais pas me mêler, je ne vais pas du tout m'y mêler. Donc, que le gouvernement continue de parler de son vaccin. Moi, j'appelle à la population de ne pas oublier ces mesures barrières-là et d'appeler le gouvernement, M. Faure Gnassingbé, de voir avec ses pairs qu'on ouvre finalement les frontières. Parce que je me rappelle que cela fait un an ou plus d'un an, je crois qu'en février ou en janvier de l'année passée, ils avaient discuté lors d'un sommet de la CEDEAO de la réouverture de ces frontières. Ça fait un an, cela n'a pas été mis
au concret, il faudrait que ça vienne. D'accord. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme, tu viens de parler de la réouverture des frontières, mais ça ne va pas gâter le combo de certains. En fait, le problème aujourd'hui, quand on sort d'un pompeux conseil de ministres, on prend un communiqué soi-disant il faut l'allègement des mesures, choses. Moi j'ai un peu ri. Parce que si tu étais arrivé le 31 décembre, on a interdit aux églises de célébrer. Hein. Mais le 31 décembre, 30, 27 et autres, il fallait aller à mesure des proches choses, vous allez voir l'affluence. Et la mesure n'était pas allégée en ce moment. Mais ça s'est passé. Et tenez-vous bien, il y avait les forces de l'ordre qui étaient là-bas pour la sécurité. Donc, quand on dit aujourd'hui qu'on allège, pour moi, c'est du déjà vu, bien c'est du déjà dépassé. Maintenant, ouvrir les frontières, aujourd'hui, moi j'ai déjà fait le Mouaga plus de 3 fois déjà. Et ça passe. Les marchandises passent. Mais seulement c'est qui ralentit. Pourquoi? Comme tu le dis, le gombo. C'est tout. Il faut voir comment les gens en ont profité à cause de cette Covid. Il faut voir pour passer, comment on donne l'argent pour passer. Aujourd'hui, quand on dit même les choses, combien de gens n'ont pas bouffé quand moi j'ai vu, tenez-vous bien, des gens, on dit qu'on les a arrêtés à la douane. Ils étaient contents de vendre des détails parce que, et c'est vrai. Donc, il faut plutôt, moi je le dirais plutôt, il faut qu'on laisse passer les combos là et que les gens passent tranquillement. Sinon, les gens passent chaque jour par les frontières, chaque jour. Ce qui veut dire que les frontières n'ont jamais été fermées. Non, pas totalement, les gens passent chaque jour. À côté de ça, c'est parce que ce qu'ils donnent, les biscuits que nous prenons de la façon élevée, mais en fait c'est tout le problème. Et les gens gagnent sur ça, et les gens en ont gagné, Et moi je pense même que c'est devenu un travail pour certains aujourd'hui qui font aujourd'hui que même si on ouvre les frontières, ils vont avoir cette mauvaise habitude-là. Et vous allez voir ce que ça va donner. Mais une chose est là, il faut être concret. Quand on prétend gouverner, il faut aller dans le sens de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est qu'on puisse couvrir les frontières pour que il puisse y avoir la libre circulation des personnes et des biens. Parce qu'actuellement, ce n'est plus la libre circulation des biens, mais c'est la corruption libre, c'est la corruption circulation des personnes et des biens à doubler de menaces. C'est tout, et ce n'est pas normal. Dans tous les cas, ce que la fermeture des frontières aujourd'hui, ça amplifie la vie chère que nos pays connaissent. Bien sûr, c'est normal. Vous savez que cette période de pandémie a plus fait du mal aux populations togolaises. C'est au cours de cette période de pandémie qu'on a eu plus d'infractions, qu'on a eu plus d'augmentation des taxes. On en a créé comme la TVM, etc. On a le péage aux motocyclistes, on a augmenté le prix du péage, on a augmenté le prix du carburant, et ça doit avoir forcément répercussion sur les produits de première nécessité. Vous voyez, aujourd'hui, le litre d'huile n'est plus abordable, le maïs, le bol du maïs coûte pratiquement 1000 francs, et 3 morceaux de tomahawk, 3 tomates coûtent 250, 300 francs, et 4 ou 5 gombo, ça coûte 200, 300 francs. Vous arrivez sur le marché, vous ne trouverez plus d'adémé, il n'y a plus de boma, tout est devenu compliqué. Ça montre que tu fais bien les courses. Hein. Oui, moi je vais. Pour trouver ces choses, il faut aller tout marcher. C'est parce que je sais préparer à la maison, c'est pourquoi je vais souvent au marché, c'est pour contrôler le prix. Le sac de 25 kilos du riz, c'est aujourd'hui à 15, 17, 18 000. Ça dépend de la qualité. Si c'est brisé, oui, si c'est 15 000 de la qualité. Je dis bien 25 kilos. 25 kilos, c'est entre 15 et 18 000 actuellement. Il y a, comment appelle-t-on, l'haricot. L'haricot, le dernier petit bol, c'est à 1200 francs. Vous arrivez, le gari, le petit bol, c'est à 800 francs.
l'igname, 3 morceaux de maintenant en venant, tout à l'heure en venant même au studio ici, j'ai encore demandé le prix, 3 petits morceaux, c'est à 4500 francs, voire 5000 francs. Cela veut dire que les choses sont intouchables au marché. Vous prenez comment appelle-t-on? C'est-à-dire que c'est le charbon de bois. Le charbon de bois, on le met dans la boîte de tomates, on bombe un peu. C'est quand on tourne ou quand on met le charbon de bois dans un respirateur pour 50 fois, vous allez crier. Vous pouvez prendre ça entre les mains et les briser. C'est-à-dire que les choses deviennent de plus en plus chères sur le marché. Or, ailleurs, c'est à cette période de pandémie que le gouvernement a allégé la souffrance à ces populations. C'est le pur contraire ici. On augmente, on crée. On n'est pas encore là lorsqu'on parlait de taxes de l'habitation qui est en cours actuellement. Et donc, au cours de la pandémie, cette pandémie-là cette période de pandémie a pu faire souffrir plus autour. Et moi, ce qui me dérange, c'est que ce sont les femmes qui, en réalité, aujourd'hui, gouvernent le pays. La présidente de l'Assemblée nationale, c'est une femme. Le Premier ministre, c'est une femme. En réalité, ce sont les femmes plutôt qui doivent se dire, mais il y a trop de souffrance dans le pays. Il faut faire en sorte que ces souffrances soient allégées. Mais je ne sens pas véritablement le moment dans ce sens-là. Au contraire, je me dis, quand je m'amuse à faire un peu de comparaison, je me dis, j'ai pris M. Classo, par exemple, pendant 5 ans, le bord du maïs n'a jamais atteint 1000 francs. Quelqu'un va me dire qu'il n'y avait pas eu de pandémie à ce moment-là. Si, mais s'il n'y a pas de pandémie à ce moment-là, il y avait quand même des difficultés que le gouvernement doit surmonter. Il y a aussi d'autres choses que le gouvernement doit surmonter. Maintenant, comment se faire et je me dis d'ailleurs, il y a la pandémie au Togo, ce n'est pas seulement au Togo, il y a la pandémie au Bénin, il y a la pandémie au Ghana, dans tous les pays, mais vous arrivez au Bénin, la différence est nette. Vous arrivez au Ghana, ici même, il faut passer derrière la frontière, vous allez voir dans Plao. La différence est nette. La vie il y a 2 différentes sortes de vie. De mode de vie. Vous arrivez au Togo, c'est comme on vit dans l'enfer. Vous arrivez là-bas, c'est comme des gens sortent de l'enfer, rentrent dans le paradis. Et donc, c'est que je me dis que c'est parce que le gouvernement togolais lui-même s'est mis cette charge sur la tête. C'est pour ça qu'il a rendu les Togolais très tristes. Vous parcourez la ville. Moi, je parcours régulièrement la ville, parcourir la ville. C'est comme ce sont les malades ambulants qui circulent dans le centre-ville. Vous arrivez, des gens parlent dans l'air, des gens sont sur la rue, ils ne savent même pas qu'ils sont sur la route. Et puis, il y a tellement de souffrances. Il y a tellement de souffrances qui se lisent sur pratiquement tous les visages. C'est pour ça que des gens sont aigris, des gens s'insultent dans la rue, comme rien ne bouge pour le moment. Il va falloir que, franchement, le Premier ministre, elle est une maman. La présidente de l'Assemblée nationale, elle est une maman. Il y a plein de ministres aujourd'hui, femmes, qui sont des mamans et qui ne voudraient pas, en tout cas pour moi, voir leurs enfants continuer de souffrir jusqu'à ce qu'ils ne meurent. Donc il faudrait qu'elles fassent en sorte d'alléger un peu cette souffrance-là. Arriver au grand marché, vous avez fait le constat. On collecte les tickets tous les jours. Les mamans viennent là-bas, elles dorment. À la fin du mois, elles vont payer les loyers. Elles vont payer l'électricité, elles vont payer ceux qui travaillent avec elles. Et donc, ça fait beaucoup de souffrance. Pardon, que nous allège un peu ces souffrances-là. Merci beaucoup, Jérôme, pour ce plaidoyer. Nicolas, voilà, aujourd'hui, on nous présente un communiqué pour nous informer de l'allègement des mesures restrictives. Mais ce que les Togolais demandent depuis 2020, quand cette pandémie a éclaté, la gestion qui en est faite, le compte de gestion. En fait, le problème, je le dis souvent que cette pandémie a été plutôt un business maladie, ou bien maladie de business, ou bien je ne sais pas comment je vais le dire. C'est quoi? Quand vous voyez aujourd'hui
comment on a pressé la population. La pandémie constitue même le porte-flambeau de tout le malheur de cette population. Vous allez voir que dans les discours de ceux qui prétendent gouverner ce pays, c'est que c'est à cause de la pandémie, il y a eu ça. À cause de la pandémie, il y a eu ça. À cause de la pandémie, ça fait que c'est comme si c'est la pandémie qui a été un frein à tout. Or, cette pandémie est devenue un business. De la confession des cachinés, les hydros, les alcools et autres. Vous allez voir comment les gens se sont enrichis là-dessus. Et qui est-ce qui se sont enrichis? Qui? Allez voir, allez-y voir. Ils sont toujours les mêmes. Dans ces genres de choses, vous allez voir comment les gens ont fait du business dans ça. Comment on fait du business dans ça? On peut aller dire que il faut alléger tout immédiatement. Non. Vous allez voir, on va toujours dire, on n'a pas les mesures barrières et autres, on a allégé, mais parce que là-bas, il y a du business. Nous n'avons pas focalisé sur nos compatriotes qui, ne pouvant rien, ont de cash au bord de la route. Combien ils vendent par jour, on ne sait même plus. Mais les cash de l'industrie de l'Afrique, qui les prend, qui vendent d'abord le premier grossiste, le deuxième grossiste, avant que ça arrive, ça les atteigne. Vous allez voir que c'est de l'argent. Moi-même, quand ça a commencé, j'en ai payé chez des gens, vraiment qui appellent, venez, et moi j'ai payé la boîte même à 25 000 et autres, jusqu'à ce que aujourd'hui nous l'avons à 10 francs la boîte. Vous vous rendez compte qu'après tout, il faut reconnaître que cette maladie a été... Et puis, même ceux qui peut-être voient ce pays doivent dire Alléluia à cette maladie. Parce que nous sortions des élections, les manifestations ont commencé, puis la maladie est arrivée, on a mis tout sur le dos de la maladie. Il n'y aura pas de manifestation, récession barrière, c'est comme ça on est parti. Vous comprenez? Donc vous dites aujourd'hui que les gens ont profité de cette maladie, ou bien profitent encore de cette maladie, qu'ils ne sont pas dans l'idée d'abandonner en fait. Et quand on dit les gens ont profité, ce n'est pas nous, ceux qui mangent, comme le dit quelqu'un a si bien remarqué, mais qui n'a jamais appliqué. Or, il a la force d'appliquer les choses pour dire que la minorité pieuse. Je ne sais pas, quand on constate qu'il y a une minorité pieuse et qu'on ne prend pas les mesures restrictives, alors que vous avez l'ordre, vous avez la force de prendre les mesures restrictives, vous conviendrez avec moi que la personne a échoué. Mais quand vous reconnaissez qu'il y a un mal et que vous avez cette force d'anéantir ce mal et que vous ne le faites pas, vous êtes devenu complice. Et c'est ce qui est grave. Voilà en quelque sorte quand vous prenez aujourd'hui au Cameroun, des milliers sont morts en prison. L'opération Épervier au Cameroun. La corruption à haute dose. 2 milliers sont décédés, 3 sont déjà là, le 4 même décédé la fois dernière. On a dû faire des enquêtes, on les a jugés. Ceux qui peuvent rembourser, on va plus partir, mais ont été en prison. Ils sont morts en prison. Je ne dis pas que c'est une bonne chose de mourir en prison, mais il y a eu une opération judiciaire, bien sûr, où on a mis aujourd'hui au Togo Carétine. Quand vous voyez le gouvernement, si ce n'est pas le fils de telle personne qui est là, c'est le petit-fils de telle personne qui est là, et ainsi de suite. Parce que, au fait, vous voyez, le gouverner ou bien dans nos pays, on constitue un cercle. C'est quoi? C'est une cybernétique. En communication politique, on parle d'une cybernétique. C'est une chaîne. Lorsque une dent est endommagée, c'est que toute la chaîne, et c'est ça même, puisqu'au Togo, toute la chaîne, soit la chaîne, une partie soit endommagée, parce que ce n'est pas le problème, on pédale toujours. C'est-à-dire qu'on va dans le mal du mal. Et chaque fois, c'est ce qui se fait. Ce qui veut dire que, c'est pourquoi je dis le plus souvent que le Togo, en fait, ce n'est pas Fort Gnassingbé. C'est vrai, il est à la tête du pays, il prend des décisions, oui. Mais déjà, c'est un système. Et une fois qu'on arrive là à casser ce système, je vous ai dit qu'on a déjà fait du bien à cette population. Comment on peut comprendre que dans un pays, lorsqu'on prend une décision, il y a des gens qui peuvent encore contester cette décision? C'est ce qui a fait partir le premier ministre, le ministre Mbo. Parce que le seul premier ministre avait donné la parole aux organisations internationales, en l'occurrence l'Union européenne, que les détenus seront libérés. On lui dit que non, qui ne seront pas libérés, qu'est-ce qu'il va faire? Mais ce n'est pas la première fois. Il a préféré démission. Vous conviendrez avec moi que de cette pandémie, les gens ont fait trop de business.
Et ils continuent d'avoir. Donc ils ne seront pas à l'aise qu'on dise que ce business, cette pandémie a pris fin. De la frontière, en passant par ceux qui ont vendu les baissés, tout ça. Maintenant, le Togo a eu des financements au cours de cette pandémie. De part et d'autre, quel effet comptable on a eu de ces financements? Comment ces financements ont été utilisés? Le budget que l'État a avancé, qu'est-ce qui est fait? Comment l'argent a été utilisé? Quel est le regard? Qu'est-ce qui est fait de cet argent? Nous en sommes où? Nothing. Rien. Alors, aujourd'hui on nous parle d'allègement. Oui, on va aller à l'allègement et puis c'est fini, et puis la maladie est finie. Il n'y aura même pas d'effet comptable. C'est ce qui est dommage. Merci beaucoup. Dans tous les cas, je crois que cette pandémie a fait mobiliser beaucoup d'argent pour sa gestion. On a un comité de gestion, on a un comité scientifique qui gère. De l'autre côté, on avait un comité qui a fait, je crois, FNFI ou Novici. Novici. Et donc, je crois que depuis là à ce jour, on devait avoir quand même une idée, grosso modo, sur les comptes faits, comment on a géré cet argent-là. C'est très important. Si Novici, on nous avait dit que Novici a englobé ou a abouti plus de 11 milliards, si j'ai encore bonne mémoire, hein, et jusqu'à ce jour, on ne nous a pas dit combien sont ceux-là qui ont bénéficié et Novici, combien de fois ils en ont bénéficié, puisque entre-temps, on avait arrêté certains parce qu'ils faisaient le faux dans ce truc-là, les bénéficiaires. Oui, les bénéficiaires, quoi, je voudrais parler de eux. Donc, à ce jour, on devait quand même nous situer par rapport à comment on a géré ça. Combien sont ceux-là qui ont pris FNFI? Novici, voilà, excusez-moi, Novici, jusqu'à ce qu'on arrête le système. Pourquoi est-ce qu'on avait concrètement arrêté le processus? Entre-temps, on avait dit qu'on va faire ça pour d'autres ou certains à l'intérieur. Combien en ont bénéficié? Quel est le montant exact qu'on avait dépensé on devait déjà nous faire le compte par rapport à ça. Et je crois que c'est le chef de l'État qui avait pris ce décret de mettre ces cellules-là en place et que c'est en réalité le chef de l'État qui devait quand même demander des comptes ou par le biais d'un comité demander le compte à ceux-là qui ont géré cet argent. Puisque c'est l'argent du contribuable togolais. C'est les efforts de tous les jours des Togolais qui ont permis à ce que cet argent-là ne soit quand même utilisé par un groupe ou un groupuscule de personnages. Et donc, en réalité, les Togolais ont droit de savoir comment cet argent a été utilisé, combien en ont bénéficié, pourquoi le processus est arrêté, etc., etc. Et pour ce qui concerne les matériels, c'est-à-dire, je vais parler du comité scientifique. Je ne sais pas si c'est lui qui distribuait, puisque le Togo avait amassé beaucoup de matériel. Des gens avaient fait don de gel alcoolique, des gens avaient fait don de cache-nez, des gens avaient quand même soutenu le Togo par de l'argent. Et donc on devait quand même nous situer. Moi je ne vais pas donner des noms. Il faudrait qu'on nous situe aujourd'hui par rapport à comment ces choses-là ont été, combien de matériel concrètement, c'est-à-dire cache-nez, combien on en a reçu, le montant, combien on en a reçu, le gel, combien on en a reçu au total, ceux qui ont fait ces soutiens au Togo, il faudrait que les Togolais connaissent du moins. C'est vrai qu'il y avait des privés qui peut-être auraient voulu de l'anonymat, là on peut comprendre, mais ceux qui avaient quand même apporté ce soutien-là au Togo dans cette période assez difficile, il faudrait qu'on connaisse exactement ce qui a été fait de tout cela. Sinon, véritablement, ça ne serait pas. Et je crois que
si le chef de l'État, M. Fornias, refuse de taper du poing sur la table, on aura toujours ces problèmes. Sinon, vous vous rappelez, moi je donne toujours cet exemple parce que ça continue de m'écœurer. La route Lomé-Vaughan-Enfouin, cette route-là a trop souffert. Elle a trop souffert. On a donné 26 milliards pour construire cette route. Il s'est fait que les 26 milliards ont disparu jusqu'à ce jour. On ne sait pas ce que cet argent est devenu. L'Assemblée nationale a interpellé le ministre d'alors, Nyafam, qui bizarrement devant l'Assemblée nationale dit que l'homme propose, Dieu dispose. C'est-à-dire que l'homme a voulu construire la route, mais Dieu n'a pas disposé que la route soit construite à ce moment-là. Et les 26 milliards ont disparu jusqu'à ce jour. Et le chef de l'État je ne sais pas si peut-être on a demandé à M. Nyafam d'expliquer du fond accord ce qui a été véritablement fait. Je n'en sais rien, mais je crois que le chef de l'État quand même devait taper du poing sur la table et de connaître tous ceux qui se sont impliqués dans la gestion de cette route-là, y compris l'entreprise, la première entreprise à qui on a remis le marché, comment le marché a été attribué, ceux qui ont attribué le marché. On devait quand même trouver tous ceux qui sont impliqués dans la construction de cette route-là. On n'a rien dit jusqu'à ce jour. Et patati patatra, on a encore trouvé d'autres agents, d'autres financements. On a continué la route. Moi, le plan qu'on avait donné, je ne suis pas technicien, je ne suis pas, comment appelle-t-on, ingénieur, mais le plan qu'on nous avait dit, moi j'ai toujours pris la peine de longer la route de Lomé jusqu'à Enfouin. Je le fais régulièrement pour voir si véritablement, et jusqu'à ce jour on n'a pas encore réceptionné la route, même si elle est pratiquée aujourd'hui. À des moments, à des endroits donnés, la route est tellement rétrécie, à des endroits la route est tellement large, et finalement on ne comprend plus véritablement ce qui a été fait. Et puis quand vous prenez l'épaisseur de la route, je le dis, je ne suis pas BTP, je ne suis pas ingénieur, mais à mon entendement, je crois que je ne suis pas sûr que la route là a respecté les dimensions prescrites par les clauses. J'ai cherché le contrat, je ne l'ai pas trouvé pour voir véritablement tout ce qui a été mis dans les clauses. Et parce que quand vous arrivez à des endroits donnés, la route est déjà trouvée. C'est pour cela que je le dis. Vous parcourez la route de Lomé, de Saint-Dieu ici, jusqu'à Enfouin, vous allez voir que par endroit, la route est trouvée. Je ne sais pas si ils vont corriger ça avant de le livrer à celui qui a donné le marché. Mais de toute façon, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'a pas bien répondu pour ces votes. Et fondamentalement, il revient au chef de l'État, M. Fornias, de revoir sa gouvernance, véritablement, de taper du poing sur la table pour qu'il découragé, lui-même le dit tout le temps, pratiquement dans plusieurs de ses discours, qu'il y a trop de corruption, trop de ci, trop de ça. Je ne sais pas si on le dit pour que nous venions mettre la main sur ces personnes-là, je ne sais pas. On a créé la Rapucia. Je crois qu'avec la disparition des 600 millions pour la CAN 2019 au Gabon, la Rapucia a fait un dossier et qui a déposé ça auprès de la justice. Et je crois que la justice devait quand même saisir ce dossier et fouiller pour voir ce qui s'était véritablement passé, pour qu'on demande. Moi je ne souhaite pas qu'il meure en prison, je ne souhaite même pas qu'on les mette en prison, mais je souhaiterais qu'ils nous remboursent notre argent. Comment ils ont fait pour prendre, comment ils ont véritablement fait pour prendre, qu'ils fassent la même chose pour nous les remettre, puisque c'est notre argent, l'argent du contribuable togolais, vous comprenez. Et donc, c'est pour ça que je dis que le chef de l'État doit faire en sorte que tout ça là, ça nous revienne.
Merci beaucoup, Jérôme. Nicolas, ce qu'on ne comprend pas aussi dans cette histoire de Covid-19, c'est l'état d'urgence. On dit aujourd'hui que bon, les cas sont en diminution, on allège les mesures restrictives, mais on maintient, on se rappelle, hein, l'année dernière, c'était en octobre ou en septembre, que la Première ministre était devant l'Assemblée pour demander 6 mois pour l'état d'urgence, mais l'Assemblée nationale a accordé 1 an, 12 mois. Donc aujourd'hui, est-ce que cet état d'urgence-là, ça a encore lieu d'être? Non, en fait, si vous vous rappelez le jour-là, dans ces propos, même si les gens l'ont considéré comme c'est un lapsus langue, moi je dis que c'est plutôt un propos de communication. Et dans ces propos, la Première ministre avait dit qu'il faut faire peur en fait. Nous devons faire peur. Et que peut-être qu'elle a été trahie par son subconscient. Les vaccins ou aucun vaccin ne sera détruit comme ce fut dans le cas dans d'autres pays. Et les gens ont dit que non, que c'est même le lapsus langue, que non. Tu sais, en politique, tous les mots sont bien pesés. Bien sûr. Moi, je me dis aujourd'hui qu'elle savait ce qu'elle disait en fait. Pour dire que quoi? Lorsque on accorde 1 an, c'est parce qu'on dit que c'était grave, c'était important. Et que dans ce temps, on pense qu'il faut alléger, il y a une contradiction. Quelle estimation on avait faite avant de déclarer cet état d'urgence? Qu'est-ce qu'on avait mis en place? Et qu'on n'a pas donné, c'est ça aussi gouverner en fait. En fait, c'est ça aussi gouverner, parce que quand on gouverne, on met au point tout dans la mesure où ceux qu'on prétend gouverner ne seront pas déçus. Et ne diront que non, ceux qui nous gouvernent vraiment ont un bon programme, ce qui nous amène à aller tant, ce qui nous amène à faire tant. Mais si ce n'est pas le cas, c'est toujours le cafouillage. Vous savez, dans ceux qui s'organisent dans ce pays pour dire qu'ils gouvernent, c'est toujours du cafouillage. On pense plutôt à sa pense. Mais déjà, même, ça pense combien il mange même. Mais on pense plutôt à sa poche. Où on pille le pays, puisque cette minorité-là pille. Et qu'eux-mêmes le reconnaissent que cette minorité-là pille. Et on laisse la majorité de côté, croupir, mourir, vivoter. Donc aujourd'hui, vous comprenez, c'est purement une contradiction. Maintenant, pourquoi, lorsqu'on va prendre ce communiqué, on ne va pas à l'Assemblée nationale pour dire non que maintenant, bon ça y est, il faut ça ou bien après le communiqué que rien de tout ça. On laisse tout le monde dedans comme ça, c'est nous qui gouvernons, nous faisons ce que nous voulons. Anyway, et ceux qui veulent n'ont qu'à accepter, ceux qui ne veulent pas, tant pis. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Puisque après tout, nous avons les grosses voitures, après tout, nous avons les grosses maisons, après tout, nous avons toutes les richesses de ce pays et nous mettons la main sur ça et voilà, on s'en fout pas. Voilà ce qui se passe. Sinon, dans un pays normal, je pense que tout doit être réglementé. On sait que ça, de telle date à telle date, c'est ce qui doit être de telle date. Et là, on donne une bonne estimation à la chose. Mais on ne le fera pas. Certains vont dire plutôt que nous sommes très intelligents, c'est pourquoi nous cumulons 2 postes. Parce que comme s'ils sont plus intelligents que d'autres. Voilà, merci. Non, je voudrais ajouter un petit mot. Vous savez, en réalité, lorsque le gouvernement était allé devant l'Assemblée nationale pour demander ou pour solliciter encore quelques mois d'état d'urgence, on devrait quand même convaincre. C'est par rapport à quelle nécessité on demande encore à aller à cet état d'urgence. Mais je crois que le chef du gouvernement était allé juste présenter, je ne sais pas quoi, on a dit ça ne va pas, que la pandémie augmente de volume, etc. Puis, patatri. En fait, je ne te veux pas. Ici, nos autorités comme une aile marchande de la France. Quand ils vont en France, et que la France je suis d'accord avec toi, mais sauf que ils vont te dire que le Togo reste le Togo est souverain, le Togo sait ce qu'il fait et que la France reste la France sait ce qu'elle fait. Mais moi je dis qu'en réalité, on devait quand même aller devant l'Assemblée nationale et lorsqu'on a été devant elle, c'est pour expliquer, c'est pour convaincre d'abord le peuple togolais et encore que l'Assemblée nationale est représentée par le peuple togolais, convaincre le peuple togolais à travers cette Assemblée nationale-là pour véritablement qu'on sache véritablement qu'il y a nécessité
de prolonger cet état d'urgence. Mais on n'a rien vu de cela. Maintenant, à mon avis, à mon sens, lorsqu'on voudrait quand même prendre ce communiqué, lorsque le comité, puisqu'on a dit que c'est le comité scientifique qui a fait la proposition, qui a vu, qui après analysé a vu que bon, on peut alléger, on devait quand même encore retourner devant l'Assemblée nationale, puisqu'on a déjà demandé le prolongement. Et c'est ce prolongement-là qui leur permet quand même de gérer ou de gouverner autrement, comme eux-mêmes ils le disent souvent. Et donc, on devait, à mon sens, je n'en sais rien, et on devait quand même retourner devant l'Assemblée nationale pour lui expliquer. Et il faut en compte que véritablement, on en a besoin. On a besoin d'alléger la situation et par-delà l'Assemblée nationale. Maintenant, si on a vu que tout rentre dans les normes et qu'on a la nécessité d'alléger, et donc on doit repenser aussi le prolongement de l'état d'urgence. Mais rien n'a été fait dans ce sens-là jusqu'à. Je crois que la pandémie là a beaucoup profité aux gens. Il suffit d'aller dans les banlieues de Lomé pour voir comment les gens construisent. Maintenant, on ne construit plus à partir de la surface de la terre. On construit à partir du bunker. On construit le bunker maintenant. C'est le fond. Le sous-sol. C'est le fond. Et là, on construit, vous rentrez dedans, tout est vitré. Les vitres là, ça part du sous-sol jusqu'en haut. On dit on traverse une grave pandémie et on a mis des restrictions partout. On a pris des mesures les plus coriaces, les plus drastiques. Et au même moment, c'est ce que j'appelle toujours le paradoxe togolais. Au même moment, on refuse, mais on ne construit pas de chambre, salon, WC, douche, interne, machin, à partir de la surface de la terre. On creuse à partir du sous-sol, on fait des garages à l'intérieur. On fait vite jusqu'en haut et vous voyez le bâtiment, le grand ciel. Tout est un carreau, les plus luxueux aujourd'hui. Et le chef de l'État voit tout ça. Peut-être ce ne sont pas Togolais qui construisent. Avant qu'un étranger ne construise, cela veut dire que véritablement le gars là a déjà eu son accord et c'est une seule personne qui donne l'accord. C'est le chef de l'État. C'est selon les étrangers qui construisent aujourd'hui, c'est un problème. Lorsque le Togo se rend vraiment en État, on va réclamer ça. Puisque c'est ça. Les étrangers ont pris tous nos terrains. Tout. Je ne vais pas donner des noms. Sinon, moi, je connais des étrangers qui ont plus de 500 hectares. L'un de nous, l'idée d'être raciste, c'est non. L'un de nous, d'être raciste. Il y a des étrangers qui ont plus de 500 hectares. Mais arrivez dans les quartiers de Lomé, vous allez voir ce que les étrangers. Et ces étrangers-là, ils construisent partout à travers le territoire togolais. Pas seulement à Lomé. Il y en a plein. C'est pour développer. Et puis, je n'en disconviens pas. Mais je ne dis pas que ces étrangers n'ont pas droit. Mais selon nos lois, c'est le chef de l'État seul qui peut donner l'autorisation à un étranger de s'acheter un terrain et de le bâtir. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir si... Est-ce que vous posez la question de savoir si aujourd'hui, là, actuellement, à cet instant où nous parlons de ça, est-ce que le chef de l'État sait ce qui se passe à travers le territoire? Combien d'étrangers ont payé des terrains, l'ont bâti, ils vivent dedans, ils l'ont loué aux gens? Est-ce que le chef de l'État sait? Je ne suis pas sûr que le chef de l'État... Parce qu'il y a des réseaux, il y a plein de réseaux qui font ça à l'insu du chef de l'État. Le chef de l'État, peut-être qu'il est dans ses avions, demain ici, l'autre jour là-bas. Il est allé à Bafilo la dernière fois. Bon, sauf que je ne sais pas ce qui a été fait à Bafilo jusqu'à maintenant. Parce que je n'ai pas encore vu le fruit de la visite du chef de l'État. Le flux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sorties. Parce qu'il y a longtemps, déjà, je ne crois plus que le chef de l'État est encore au Togo. Parce qu'on a toujours entendu entre deux avions, où on a vu souvent entre deux avions, c'est-à-dire que les Bafilo, comment je la population de Bafilo ne sait plus que le chef de l'État est encore au Togo. C'est pour ça que lorsqu'on a annoncé son arrivée, elles sont-ils nombreux pour voir si vraiment
je ferai encore au Togo. Peut-être c'est comme ça que moi je Non, quand vous allez voir nos collègues qui ont décrit ça, arriver une foule nombreuse, les femmes ont couru. Et c'est ça. On dit que le président... Les femmes ont toujours couru, non? Dans une localité. On ne m'a pas dit qu'il a inauguré un marché. Et on ne dit pas qu'il a une fois on ne dit pas que c'est parce qu'il y a eu telle infrastructure qui a été de repos. On dit que les femmes, nos collègues sont dans... Quand vous sortez, les gens sont allés le voir. C'est pour ça que je dis que je l'ai dit quand même. Moi, je trouve ça aberrant que, étant journaliste, homme de médias, on pense que c'est ça. Là, c'est ça. Là, non, quand même. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons observer une pause et nous revenons après.